Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du forum Smart City Méditerranée en partenariat avec la ville de Marseille, avec la métropole d'Aix-Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être présent pour cette deuxième journée. Vous l'aurez compris, hier nous étions, on va dire, dans une journée où il y a pu y avoir des débats entre experts internationaux, entre entreprises, responsables politiques, sur des grandes thématiques, sur ce Marseille de demain, ce Marseille de 2030. L'exercice d'aujourd'hui, c'est plutôt de travailler ensemble autour d'un atelier de co-création. Vous avez choisi le sujet de la sécurité, vous avez raison, car on va le voir. Peut-être ce qui paraissait il y a quelques années, peut-être comme une difficulté dans cette métropole, confrontée, comme beaucoup de métropoles dans le monde, à des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, finalement, Marseille a entrepris, a innové, et ça en devient aujourd'hui certainement un des éléments forts et de référence. Je ne le dis pas parce que je suis à Marseille, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, la tribune, bien entendu, la question de sécurité, c'est un enjeu pour toutes les métropoles. Et Marseille a certainement pris ce sujet-là avec un peu d'avance aujourd'hui. Et on va pouvoir en débattre, travailler avec vous. À cette table, bien sûr, nous avons Caroline Posmentier. Bonjour. Caroline est adjointe au maire de Marseille et vice-présidente de la région en charge, bien sûr, des questions de la sécurité et de la prévention de la délinquance. À votre gauche, Philippe Duluc, qui est le senior vice-président Big Data et sécurité d'Atos. Bien entendu, qui connaît bien ce sujet-là, puisque pendant très longtemps, vous avez été au ministère de la Défense, également, on dit, à Matignon, et puis ensuite, vous avez fait le choix du privé. Donc, en tous les cas, j'allais dire, les relations entre privé et public, j'allais dire, sont au cœur de votre parcours. Et puis, mon voisin à ma gauche, Éric Delfosse, bonjour. Vous êtes le Sales Director Analytics France chez Oracle. Oracle qui est aussi un des partenaires avec la ville de Marseille sur un certain nombre de solutions. Votre expertise, bien sûr, aujourd'hui sur les questions de sécurité, de big data, est un secteur qui évolue beaucoup, avec beaucoup d'innovations. On verra justement quelles sont les expériences qui ont été mises ici dans ce territoire. Et aussi la façon, on pourra en parler ici avec ce qui est important dans cet atelier de co-création, il y a des acteurs économiques, il y a des habitants du territoire, comment ces innovations sont perçues, notamment dans la manière, puisque aujourd'hui, Caroline va l'évoquer dans quelques instants, le choix qui est fait, c'est bien sûr d'essayer de faire travailler le public et le privé, et c'est intéressant de voir comment les citoyens de la métropole perçoivent ça, dans une gestion déléguée d'un certain nombre de sujets. Caroline, on est ravis de démarrer avec vous cette matinée. Je le disais, la sécurité aujourd'hui, j'allais dire, certainement, il y a eu un avant et un après attentat. Je m'explique, dans les attentats, en tous les cas, que nous avons connus, que ce soit notamment à Paris et puis à Nice, dans la région, on a le sentiment qu'il y avait un vrai clivage de droite et de gauche sur la manière d'appréhender les questions de sécurité en France. Moi, je voyais bien, même dans nos forums Smart City, il y avait la vision, on va dire, des maires plutôt avec une sensibilité de gauche et une façon d'appréhender la sécurité avec, on va dire, des maires plutôt à droite. Je trouve que les attentats ont changé la donne. Et on a vu plutôt aujourd'hui des maires de métropole très alignés sur ces questions-là. Alors bien sûr qu'il y a des différences, et vous avez aussi vos convictions et une vision pour les citoyens. Mais la question de la sécurité, on le voit aujourd'hui, est véritablement devenue presque une des priorités pour les métropoles en France. Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, qu'il y a aujourd'hui un alignement quand on est aux responsabilités d'une métropole et qu'aujourd'hui, les métropoles, il y a des enjeux aujourd'hui de sécurité, de résilience? Oui, bien effectivement, la sécurité, lorsque le maire, et notamment le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, l'appréhende sous le prisme de la tranquillité publique, conformément au Code des collectivités territoriales, il y a deux écoles.
C'est de dire, lorsque moi, avec la confiance du maire, je démarre ce mandat en 2008, c'est de dire la sécurité, c'est l'État, et nous contribuerons dans les meilleures conditions à faire que dans cette ville, il y ait un développement des moyens de sécurité. Or, très vite, et vous l'avez rappelé, l'actualité marseillaise, d'abord, je crois qu'il faut parler clairement, nous rattrape en 2009 et 2010 sous fond de trafic de drogue, de lutte contre la grande criminalité, qui amène très vite l'État à regarder Marseille différemment, c'est-à-dire d'aider Marseille. Alors, c'est pas non plus sans... C'est bien parce que le maire de Marseille a souvent rappelé qu'il était important que, nonobstant les compétences de chacun, l'État devait aider Marseille. Et surtout, parce que dès 2008, nous annonçons déjà que nous voulons faire à Marseille de la coproduction de sécurité. C'est pour ça que très rapidement, de 2008 à 2014, quand je dis très rapidement, c'est 6 ans, le temps administratif paraît parfois plus long pour les entreprises, pour le monde économique, mais pourtant il faut ce temps-là pour faire qu'aujourd'hui Marseille dispose au quotidien, et j'insiste sur ce mot, d'une police municipale forte de 420 policiers municipaux, il y en avait moins de 200 en 2008, de plus de 1000 caméras de vidéoprotection. Et nous y reviendrons avec une vision du développement d'une sécurité du quotidien, avec des investissements, mais aussi avec une smart police, avec aujourd'hui l'accompagnement des grands groupes et des grands industriels. Je les remercie, c'est le groupe Atos et Oracle. D'autres également sont venus voir à Marseille ce qu'ils pouvaient s'y faire, parce que ce que les attentats, tristement, nous rappellent, c'est que la guerre que l'on veut mener à notre démocratie et à notre avenir et à notre jeunesse, parce que c'est à elle que je m'adresse en particulier lorsque je porte une écharpe tricolore, eh bien, nous oblige non seulement à travailler ensemble, mais à coproduire, à co-construire, à collaborer. Donc, une politique de sécurité disruptive à Marseille, Jean-Claude Gaudin a souhaité tout de suite l'amener, et je me souviens, donc jeune élu, lorsqu'il insistait, et il a bien fait, sur le fait qu'il fallait travailler avec l'État, qu'il fallait travailler avec l'ensemble des acteurs de la sécurité et de tous ceux qui contribuent à la lutte contre la délinquance, à une meilleure qualité du cadre de vie. Nous avons donc, je le rappelais, investi, mais nous avons aussi aujourd'hui une vision à long terme. C'est pour ça que des colloques comme ceci, il y a quelques années, Marseille n'y était pas. Aujourd'hui, Marseille, que ce soit par la représentation de ses directeurs généraux, M. Angy, M. Labousse sur la sécurité et toutes les personnes de grande compétence qui nous accompagnent, eh bien, nous allons parler de Marseille partout dans le monde, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi outre-Atlantique, pour rappeler qu'ici, il n'y avait qu'un mot d'ordre. C'est tous ensemble pour lutter effectivement contre la délinquance. Et aujourd'hui, le prisme de la lutte antiterroriste nous permet, grâce aux industriels qui nous accompagnent, d'avoir, alors je reviendrai sur le big data tout à l'heure, de la tranquillité publique, mais d'avoir depuis maintenant le mois d'août pu déposer, à l'initiative de la ville de Marseille, et grâce à l'accompagnement du groupe Atos, un dossier devant l'Europe, qui est dans le cadre des dossiers Horizon 2020, qui va nous permettre non seulement de travailler sur ce territoire et d'en faire un laboratoire d'innovation, parce que le laboratoire d'innovation, il est où ? Il est dans la ville, il est dans le quartier, il est dans cette proximité que seuls les élus locaux mesurent et seuls les élus locaux connaissent. Et on en parlait hier à l'occasion de mon intervention en représentant le président de la région. Je crois qu'il faut, avant de parler de territoire innovant, avoir une vision claire et une connaissance claire des enjeux locaux. Et c'est ainsi que nous avons construit cette politique de sécurité, encore une fois, dans le partenariat. Donc je peux m'arrêter là et je reviendrai si vous le souhaitez. Ça me paraît important. Je voudrais surtout aussi que Atos et Oracle s'expriment longuement sur
pourquoi et comment aujourd'hui ils ont cette priorité d'accompagner ce territoire qui est non seulement une capitale métropolitaine, une capitale régionale et qui est la porte de la Méditerranée avec tous les enjeux de demain, notamment sur le transfrontalier et sur l'immigration. Est-ce que, Caroline, avant de rentrer justement dans les projets et échanger sur toutes les innovations que vous avez entreprises sur ce territoire, est-ce qu'aujourd'hui il y a une maturité, vous trouvez, de la classe politique, mais aussi des citoyens, que finalement les enjeux que vous développez en partenariat à vos côtés avec Oracle et Atos sont à la fois des enjeux de tranquillité pour les habitants du territoire et à la fois un enjeu essentiel sur l'attractivité de la métropole d'Aix-Marseille. Les questions de sécurité contribuent au développement économique de la métropole. Est-ce que vous trouvez que vos collègues ou les citoyens font bien le lien que finalement c'est un sujet au bout d'attractivité du territoire, la question de la sécurité? Alors, bien entendu, le cadre de vie, les enjeux de sécurité au quotidien et sur d'autres enjeux, non seulement au quotidien. Nous avons dans notre région des lieux sensibles pas très loin d'ici. Ils ont été longuement cités hier. Nous sommes une zone portuaire. Il y a ITER, Cadarache. Donc il y a effectivement une prise de conscience à la fois de nos concitoyens, mais également du monde économique et de l'écosystème. Et je dirais encore une fois sur ce colloque de Smart City, c'est le numérique qui permet maintenant depuis quelques années, mais de façon tout à fait récente, à nos concitoyens de mieux appréhender la sécurité avec les outils du numérique. Je me souviens en 2008-2009, lorsque nous avons lancé les grands projets de caméras de vidéoprotection dans cette ville, il y avait une méfiance. Je crois qu'on était en dessous de 60% d'avis favorables sur Marseille pour implanter des caméras de vidéoprotection. Aujourd'hui, c'est bien le contraire. Il n'y en a pas assez. On nous en demande régulièrement. Nous avons aussi mené cette politique inclusive qui fait que nous avons voulu que le citoyen soit acteur de sa sécurité. Et là, nous devons ensemble, les élus, nous avons cette responsabilité, mais avec vous, le monde industriel, le monde des startups, nous avons une responsabilité, c'est de donner confiance à nos concitoyens lorsqu'il s'agit du numérique et de la sécurité. Toute la journée, ils se mettent en danger avec leur téléphone portable, avec l'utilisation de toutes les technologies qui sont en leur possession. Et si vous leur expliquez, et c'est ce que nous faisons avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'énergie à Marseille, et si vous leur expliquez que la finalité de ces outils, des nouvelles technologies, la finalité, c'est une sécurité pour mieux les protéger et qu'ils sont impliqués dans cette politique, eh bien, ça commence à faire son chemin. Nous avons mené des groupes de réflexion. Vous voyez, sur cette grande ville, nous avons souhaité, le maire de Marseille a souhaité que dans le grand centre-ville et notamment sur des quartiers bien identifiés, il y ait à la fois des politiques économiques, des politiques d'urbanisme, des politiques de sécurité qui travaillent ensemble, alors des élus, mais aussi des services d'ailleurs remarquables qui font un travail aussi. L'administration, on parle de gouvernance, l'administration a beaucoup à jouer et doit aussi se transformer dans sa culture. Donc cette culture de sécurité que nous voyons tristement dans d'autres pays qui, eux, sont confrontés à ces enjeux depuis longtemps. Je parle de la Startup Nation, où nous sommes d'ailleurs connus il y a maintenant plus de 2 ans, Jean-Christophe, qui, elle, a cette culture de la sécurité. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que le citoyen est prêt. Alors, nous devrons contribuer à la fois avec les élus locaux, mais aussi les partenariats privés-publics. Et puis, je le disais, je ne vais pas tout dire tout de suite, mais essayer l'Europe aussi. L'Europe, pourquoi je parle de l'Europe? Parce que lorsque nous mettons en place notre volonté de faire du big data, de la tranquillité publique, vous y reviendrez, eh bien, très vite, j'ai vu quelques petits boucliers, alors ils sont moins nombreux qu'avant, s'élever en nous disant, ça y est, Big Brother est là, après nous avoir mis des caméras de vidéoprotection, on va nous surveiller jusque dans nos maisons.
Or, qui finance? Parce que c'est ça aussi, le big data, c'est les vraies questions, c'est à quoi ça sert. Et lorsque les questions sont posées, notamment au cours de certaines enquêtes, nos concitoyens répondent que pour eux, le big data doit servir non seulement à la sécurité, qui passe en deuxième et au premier plan à l'économie de dépenses publiques. Donc, lorsque j'annonce, et il faut que ça rentre dans les esprits, que l'Europe nous aide à porter ce projet financièrement du big data de la tranquillité publique, lorsque l'Europe va nous aider, je l'espère, si nous gagnons ce projet à Bruxelles, Horizon 2020 avec Atos, il s'agit de millions d'euros qui vont être portés au développement de l'innovation au service de la sécurité sur le territoire marseillais. Donc voilà comment nous devons gagner la confiance entre les gros industriels et les start-up de l'écosystème, confiance entre les politiques et les élus de la République et nos concitoyens. Je crois que vous savez, lorsque au quotidien vous parlez à une mère de famille, à un chef d'entreprise, à un directeur de l'Office du tourisme, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons que cette ville qui a connu sa métamorphose, qui depuis maintenant 48 heures sait qu'elle sera, ou même pas, 24 heures, qu'elle sera ville hôte des Jeux Olympiques, après avoir été capitale européenne de la culture, après avoir eu cette année capitale européenne du sport, avoir reçu le Forum mondial de l'eau. Bien écoutez, aujourd'hui nous sommes prêts, et nous sommes prêts si nous accompagnons et si nous sommes accompagnés. Donc c'est l'occasion de remercier véritablement les industriels qui sont à mes côtés, de regarder Marseille avec autant d'attention. Croyez-moi, c'est ici que ça se passe souvent, et c'est ici que ça continuera à se passer. Alors justement, Philippe Duluc, j'ai envie de vous dire, quelle est la vision, vous, que vous avez comme industriel? Tous nos échanges hier, durant la première journée, c'était quelle hypermétropole, justement, quelle ville-monde à horizon 2030? Vous, quel est votre regard sur Aix-Marseille en tant qu'industriel? Oui. Donc, on évoquera, bien sûr, tout ce que vous avez entrepris dans ce territoire, mais vous, votre vision d'industriel sur ce territoire? Tout d'abord, madame, vous avez parlé de sécurité disruptive. Je crois que c'est très, très intéressant de noter qu'aujourd'hui, il s'agit véritablement d'une transformation, d'une transition sur la sécurité dans la ville. On parle de Safe City, on parle de Smart Security. Et je voudrais peut-être vous donner quelques mots sous l'angle de la technologie. Parce que véritablement, aujourd'hui, on vit des révolutions technologiques qui permettent d'apporter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services au service de nos concitoyens en matière de sécurité. On a deux révolutions technologiques qui permettent cela. La première, c'est l'évolution des puissances de calcul, parce qu'on a besoin de beaucoup de puissances de calcul pour faire, par exemple, de l'intelligence artificielle en matière de sécurité, du machine learning, etc. Juste pour vous donner un exemple de la puissance de calcul dont on dispose aujourd'hui, Atos Bull, dans les prochaines années, va délivrer un super calculateur qui va être capable de faire 1 milliard, 2 milliards d'opérations à la seconde. Donc c'est vraiment des puissances de calcul phénoménales, et les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle nécessitent cette puissance de calcul. La deuxième révolution technologique, c'est l'Internet des objets. Ça, c'est une révolution qui change complètement nos usages, nos manières de vivre dans la ville, etc. et qui aussi va apporter énormément de choses en matière de sécurité. Les objets, les caméras, les détecteurs divers et variés. Donc le développement de l'Internet des objets nous permet d'accéder à une nouvelle dimension, qui est la dimension de la donnée. On a besoin donc aujourd'hui, dans l'évolution de la société de l'information, la donnée, la data, c'est un petit peu le pétrole, c'est le nouveau pétrole. L'évolution de la société de l'information est basée sur la data, et précisément une entreprise comme Atos, c'est ce que nous avons choisi, c'est d'aller vers l'accompagnement de nos clients, les entreprises, les organisations, les services publics, vers la maîtrise, la valorisation de la data, de manière à fournir de nouveaux services qui, comme je le disais tout à l'heure, sont permis aujourd'hui, et c'est relativement récent finalement, permis par l'évolution technologique qui permet, et donc je préciserai peut-être dans les exemples, on abordera tout à l'heure sur le projet européen qui est vraiment exemplaire à ce titre. Très bien. Et vous, pour vous, si vous deviez avoir une vision de cette métropole à horizon 2030, comment vous voyez son évolution au-delà des solutions telles que vous l'avez évoqué?
Je crois qu'un des points importants pour les citoyens qui vivront dans une telle cité, c'est d'abord d'avoir confiance. Confiance. Vivre en sécurité, vivre en confiance, ça me paraît quelque chose qui est fondamental, ça fait partie des droits fondamentaux. Et la technologie, au travers de projets que l'on mène en commun avec les villes, avec des services de recherche, etc., permettra d'apporter la confiance, d'apporter la sécurité à nos citoyens. Il y a une deuxième transition, peut-être je vais en dire un mot également, au-delà de la transition numérique, c'est la transition écologique. Et la technologie amène aussi des réponses, des solutions qui permettent d'être moins consommantes en électricité, etc. Par exemple, une puissance de calcul aujourd'hui ne se mesure pas forcément en euros, mais elle se mesure aussi par son empreinte carbone. Donc le numérique, la technologie peut également améliorer le quotidien des citoyens en matière écologique, au-delà de la confiance et de la sécurité. Comment vous, Philippe Duluc, vous évoquez justement la confiance, qui est un mot très important justement dans la perception sur ces enjeux-là par le citoyen. Vous qui avez eu, je disais tout à l'heure, un long parcours d'abord dans le public, à la fois au ministère de la Défense et à Matignon, quel est le rapport que vous essayez de développer? Parce que vous êtes un industriel et que quelquefois il peut y avoir de la défiance vue par les citoyens. Et comment voyez-vous ce jeu entre collectivités locales, créer de la confiance aussi quand on est justement un groupe industriel, avec les citoyens? Quelle est justement la part de responsabilité que vous vous donnez dans cette relation de confiance? Alors c'est une partie qui est extrêmement importante, parce que pour avoir la confiance totale de nos citoyens, il faut avoir la confiance aussi, par exemple, dans la préservation des données personnelles. Donc ce sont vraiment des sujets que l'on aborde. Il y a des organisations comme la CNIL qui sont très très importantes à cet égard, avec qui nous avons des relations. Et là encore, la technologie amène des solutions en matière de cybersécurité, en matière de chiffrement, en matière de protection de l'identité. On arrive à développer, c'est également une des priorités d'Atos, que d'accompagner cette transformation numérique d'un maximum de privacy et de sécurité, et là encore en développant des solutions qui permettent de garantir la préservation, par exemple, des données personnelles. Donc il existe des solutions technologiques qui permettent de donner la confiance pleine et entière à tous nos citoyens. Merci. Éric Delfosse, même question, vous, tout d'abord, avant de rentrer dans tout ce qui a été entrepris ici sur ce territoire, et puis également les expérimentations à venir, votre regard sur la métropole d'Aix-Marseille, vous en tant qu'industriel, et comment vous voyez cette métropole évoluer à horizon 2030. Est-ce qu'ici on est dans une ville-monde, ou en devenir de devenir une ville-monde? Alors, d'abord, je vais donner mon avis personnel. Bonjour à tous. Moi, ça fait plus de 20 ans que je viens à Marseille pour des déplacements professionnels, et j'ai vu cette ville se transformer énormément, tant en termes d'infrastructure, ça n'a rien à voir. Je me souviens des docks, je me souviens quand j'allais à la CMA. C'est impressionnant, la transformation de la ville de Marseille. Une transformation sûrement au niveau de l'infrastructure, bien évidemment, mais aussi au niveau des technologies. Vous parlez également de tout ce que vous avez mis en place. Et je pense que maintenant, on arrive dans une phase où il va y avoir une accélération de la transformation de par tout ce qui a été mis en place. Il y a les JO, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est un grand succès en 2024, et on va apporter énormément de technologies. Donc là, cette métropole est en train de se transformer, et je pense, d'abord, elle est sur un site extraordinaire, et en plus de ça, les élus ont mis en place des programmes qui vont faire que cette métropole va technologiquement énormément se développer. Après, d'un point de vue Oracle, juste pour dire un petit peu qui est Oracle, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, Oracle, c'est un éditeur de logiciels. C'est une société dont le siège est basé à San Francisco, qui a 40 ans. On est 137 000 collaborateurs chez Oracle, et on fait 40 milliards de chiffre d'affaires, dont 6 milliards dans le cloud, et surtout on investit à peu près 20% du revenu en recherche et développement, parce qu'on parle beaucoup de technologie. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, la technologie, parce que la technologie, elle évolue extrêmement rapidement, et notre mission, c'est de pouvoir toujours fournir à nos clients des dernières solutions en termes d'innovation technologique pour qu'ils puissent être eux-mêmes à la pointe du progrès, parce qu'il y a une espèce de compétition ici également entre les villes, les pays. La donnée, c'est notre ADN. On parlait de data, on va en parler tout à l'heure. Comment est-ce que derrière, on va pouvoir mieux utiliser cette donnée? Le big data, on va aussi en parler, mais juste pour essayer de dégrossir au niveau du sujet du big data, historiquement, les entreprises, c'est elles qui géraient les données. Aujourd'hui, la donnée, on en trouve partout. On va en trouver dans les réseaux sociaux, on va en trouver dans les objets connectés, on va en trouver
dans différentes sources. L'objectif, il est bien de pouvoir essayer de centraliser ces données quelque part dans un point unique, et donc de pouvoir avoir cette capacité de stocker cette donnée. Mais une fois qu'on a cette donnée, il faut l'utiliser. Comment est-ce qu'on va l'utiliser, la valoriser? Et là, à ce moment-là, on va rentrer dans des technologies, on va parler d'algorithmie, de machine learning, de langage statistique, pour pouvoir essayer de découvrir, d'analyser et de faire du prédictif. Et ce en quoi je pense la ville de Marseille est aussi pionnière dans le sujet du big data, c'est qu'elle a réussi, grâce à ses élus qui ont mené cette politique, à pouvoir désiloter de l'information pour pouvoir ensuite la regrouper dans une plateforme unique dans laquelle ils vont traiter ces données, faire de l'analyse pour le bien des citoyens. Pour juste rentrer un petit peu dans le détail du partenariat entre Oracle et la ville de Marseille, la ville de Marseille a fait l'acquisition, concrètement, d'une grosse machine informatique. On peut l'assimiler à un serveur dans lequel on peut mettre 600 Tera de données, dont 200 Tera utiles, et avec énormément de mémoire. Et dedans, il y a des logiciels libres, qu'on appelle open source, et des logiciels de découverte de données qui vont permettre de pouvoir analyser ces données et ensuite pouvoir restituer l'information pour pouvoir prendre des actions plus rapidement sur le terrain. Et grâce à toute cette technologie d'innovation, c'est là que la ville de Marseille va pouvoir traiter des sujets de sécurité. Alors je peux continuer un petit peu. Et quand on va parler de sécurité, oui, on va parler de sécurité pour le bien des citoyens, mais une safe city, c'est très en corrélation avec le côté smart city. Quand un citoyen, et je le remarque dans beaucoup d'autres pays dans lesquels nous menons des projets big data, que ça soit d'ailleurs au niveau de l'échelle d'un pays, d'une ville, d'un arrondissement, d'un quartier, d'un bâtiment, puisqu'on retrouve cette technologie d'intelligence, ce qui est très important, c'est que quand un citoyen se sent bien quelque part et se sent sécurisé, derrière, ça apporte forcément du développement économique, puisque ça développe le tourisme, donc les entreprises s'y installent, ça développe l'emploi, ça développe derrière énormément l'attractivité au niveau des familles, ça développe l'éducation, et donc c'est tout un cercle positif quand on parle parfois d'un projet de Safe City qui peut également contribuer au développement fort économiquement d'une ville, d'une région, d'un pays. Caroline, quand on est pionnière, ce qui est justement en tout cas la volonté politique ici dans ce territoire, et ça je pense que ça sera intéressant pour justement les citoyens parce qu'il y a des enjeux d'argent public, d'investissement. Quelle est la part pour vous dans la stratégie, dans la feuille de route que vous êtes donnée pour le territoire entre j'applique des solutions entre guillemets standardisées qui peuvent exister dans d'autres métropoles, et j'imagine, on rentrera dans le détail, qu'il y a des industriels qui ont des solutions qui existent ailleurs, que vous avez vu en benchmarkant dans d'autres métropoles, et à la fois la part où on se dit, là, il faut être pionnier, prendre des risques, innover, expérimenter des choses nouvelles, avec quelquefois des échecs ou des succès. Donc, quand on est pionnier, c'est... Pour vous, quelle est la part finalement qui peut s'appliquer par des solutions qui existent ailleurs et à la fois des choses qui vont être initiées, peut-être plus justement dans la relation avec les maires d'arrondissement, avec la particularité de certains territoires, de solutions singulières. J'aimerais bien que vous nous définissiez un peu, vous, dans votre politique municipale et métropolitaine. Et ça, je crois que c'est un enjeu important parce que c'est aussi l'argent du contribuable. Alors, il est vrai que je pense que quand on se dit pionnier, il faut être solide. Et pour être solide, il faut être sur ses deux jambes. Et je considère que cette politique de sécurité, de safe city, elle doit avoir sur ses deux jambes à la fois l'impératif d'avoir de bonnes infrastructures qui vont permettre, avec la connaissance locale des enjeux, de travailler sur vraiment le développement à l'échelle d'une métropole ou d'une ville. J'en veux pour preuve, lorsque nous avons commencé le développement de la vidéoprotection, eh bien, ça a permis d'aller beaucoup plus loin, d'être plus ambitieux sur le développement de la fibre et toutes les infrastructures indispensables. Ça a également été un enjeu fort pour la requalification de l'espace public, pour l'aménagement du territoire, indispensable, bien entendu, à la base même d'une safe et d'une smart city. Mais pour autant, une fois que nous avons mis en place ces infrastructures,
il est indispensable d'être attentif à tout. D'être attentif effectivement aux demandes, d'être attentif aux situations, à l'actualité, et surtout de ne rien... Alors parfois ça rend un peu fou mon directeur général de la sécurité, mais j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut ouvrir. La porte est ouverte, l'innovation est ouverte. Je crois que c'était à l'époque un point important de notre marché lorsque nous avons voulu mettre de la vidéoprotection des caméras, c'était de dire que nous voulions une technologie ouverte parce que nous savions déjà, dès 2009-2010, que la révolution était en route et qu'on n'était qu'au début de ce que nous pouvions faire. Donc nous devons passer parfois et bien souvent de façon exclusive par les marchés publics avec des procédures qui sont lourdes. Donc nous les menons et croyez-moi, nous ne cessons de remercier ces services des marchés publics qui nous accompagnent, mais pour autant nous mettons en œuvre des conventions d'innovation lorsque nous considérons que la solution qui nous est proposée ou celle que nous sommes allés chercher a besoin de venir s'expérimenter sur un territoire dans cette ville. Je rappelais tout à l'heure le centre-ville, mais je pourrais parler du littoral. Nous avons tenté cet été une expérimentation sur la plage connectée. Pour moi, c'était naturel puisque nous avions dès l'année dernière implanté des caméras de vidéoprotection. Donc comment faire que cette plage connectée soit plus sûre, apporte aux citoyens cette confiance qui lui permette d'avoir à la fois accès à du réseau mais aussi à mieux s'orienter dans la ville. Donc voilà comment je considère, mais vraiment humblement avec une vision politique, comment aujourd'hui nous devons avancer et avancer à grands pas avec nos deux jambes. Donc je vois par exemple avec Atos, lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a été évoqué le sujet de Auxilium, un projet qui permet, par un réseau de communication sécurisé en accord avec le ministère de la Défense, Atos a permis aux opérations, ce qu'on appelle opération Sentinelle, donc aux militaires sur Paris, à pouvoir communiquer de façon sécurisée et rapide avec les forces de l'ordre. Lorsque j'entends cette application, je demande s'il est possible, et on me répond que oui, d'expérimenter ça sur des territoires comme celui de Marseille. Et là, je prends ma casquette d'élu régional, mais aussi de la ville de Nice, parce que je considère que lorsque on a, encore une fois, une politique qui veut que l'on travaille ensemble, eh bien, on fait en sorte de donner un équilibre au territoire régional. Et là, nous sommes sous l'autorité du président de région, par convention avec Atos, à deux doigts de signer cette expérimentation. Je crois que Nice doit vous rencontrer dans les prochains jours. Voilà un exemple concret de ce que nous pouvons faire sur un territoire. Lorsque dans le centre-ville de Marseille, nous voulons mener cette politique à la fois agressive et rassurante et que nous voulons aller plus vite, eh bien, il y a le marché... le grand marché public des caméras de vidéoprotection, de la vidéo intelligente, mais il y a aussi ces applications citoyennes que nous souhaitons mettre à disposition des commerçants, des comités d'intérêt de quartier, demain des lycéens, des universitaires qui y sont. C'est également une expérimentation sur des boutons d'alerte, sur nos mâts de caméras de vidéoprotection. Voilà comment c'est à la fois un jardin et un grand territoire que nous voulons offrir aux industriels et aux start-up du territoire, mais je dirais même au-delà. Quel meilleur jardin d'expérimentation que la ville de Marseille, avec tous les enjeux à la fois sociétaux et d'aménagement du territoire qui sont engagés et qui s'engagent pour les années à venir. L'idée dans cet atelier de co-création, c'est qu'on va prendre au fil de l'eau des questions qui vont permettre aussi de nourrir et de pouvoir approfondir les projets qui sont en train d'être menés aux côtés des industriels présents. Il y avait cette question, Caroline, vous l'avez dit tout à l'heure, en préambule, finalement, la question de la sécurité, c'est un jeu, en tout cas c'est un travail collectif entre, bien sûr, la puissance publique, les industriels qui travaillent, innovent à vos côtés, et puis aussi à ce que les citoyens soient acteurs de cette sécurité. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Je dirais, eux, on va dire, attendent beaucoup de la municipalité pour être au quotidien, on va dire,
le plus parfait sur ces sujets-là. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez en tant qu'élu de la part des citoyens pour qu'ils soient eux aussi acteurs de cette stratégie et cette politique municipale de santé, de sécurité? Mais la santé, ça peut être aussi un enjeu de sécurité. Absolument. Alors, attendre de nos concitoyens, aujourd'hui, vu l'exigence, et qui est certainement justifiée, de l'obligation de résultat des politiques à très court terme, je n'attends qu'une seule chose, c'est que la confiance soit restaurée. Et pour que cette confiance soit restaurée, nous avons besoin de mieux informer et de mieux communiquer sur l'action municipale. Vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, certains de mes concitoyens marseillais, parce que vous l'avez rappelé, Jean-Christophe, mais c'est vrai que j'ai aussi plaisir à aller dans les quartiers, dans des comités d'intérêt de quartier, discuter avec ceux qui sont au quotidien nos meilleurs relais. Il y a encore 2 ans, certains me disaient « Ah bon, mais il y a des caméras de vidéoprotection à Marseille. Ah bon, mais comment ça marche ?» Donc nous avons ouvert à la visite, mais bon, en respectant bien entendu toutes les règles qu'il convient à des citoyens, à des associations. Donc, ce que j'attends avant tout, c'est qu'ils s'approprient cette politique que nous avons menée pour eux et avec eux. Lorsque les implantations de caméras de vidéoprotection se font dans un quartier, elles se font dans la concertation, elles se font avec de l'aide technologique, puisque nous avons depuis maintenant quelques années, je dirais, emmagasiné, mais ce n'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer sur cette table ronde, toutes les demandes, qu'elles émanent d'un élu de secteur, qu'elles émanent d'un député, d'un maire, mais également de madame, tout le monde qui habite dans cette rue. Et nous avons, grâce à nos outils aujourd'hui, notamment sur les grandes cartes avec la métropole, et Mme Marty pourra en parler, la possibilité, lorsque nous continuons à développer, puisque là nous sommes à 1020 caméras, nous continuons sur 500 caméras supplémentaires pour arriver à 2000 caméras à l'horizon 2020, eh bien nous les avons impliqués et nous leur demandons, avec leur vécu, avec leurs priorités, eh bien de nous accompagner dans le développement de cette politique. Aujourd'hui, c'est possible parce que certains résultats sont arrivés. Vous voyez, je suis prudente, mais certains résultats sont au rendez-vous. C'est vrai que les chiffres de la délinquance, notamment tout ce qui concerne les atteintes de voies publiques, les violences voies publiques, ont bien diminué à Marseille. C'est vrai que certains espaces publics se sont requalifiés. La population revient. Des lieux publics comme les piscines, les stades, sont aussi les jardins, les espaces verts. Nous avons aussi encore beaucoup à œuvrer. Mais il y a une confiance qui est en train de se créer. Et donc, c'est maintenant venir vers nous. Mais ils viennent vers nous. Le site de la ville de Marseille ne désemplit pas de sollicitations. Et puis, je vois aussi une certaine jeunesse qui revient à Marseille. Alors, ce n'est pas simplement parce que les miens sont enfin revenus à Marseille, après avoir été voir si c'était mieux ailleurs. Mais, et je les vois, je voyais hier sur la soirée French Tech, nous avons rencontré encore une pépite, un jeune qui était à l'école de commerce de Kedge, qui est parti certainement à la découverte du monde et qui est revenu ici s'installer à Marseille. Donc c'est à eux aussi parce qu'ils sont exigeants et ils ont raison parce que nous préparons leur avenir. C'est peut-être vers eux que je me tournerai pour leur dire, voilà, maintenant, qu'attendez-vous de nous pour que nous puissions continuer ensemble ? Et au vu des témoignages que vous venez de faire, de l'évolution de cette ville, je crois que malgré les critiques, tout l'engagement du maire de Marseille, du président de la métropole, je pourrais le dire aussi, du président Muselier, qui a été, après Jean-Claude Gaudin, président pendant de nombreuses années d'Euroméditerranée, qui est vraiment aujourd'hui un lieu exemplaire de ce que Marseille est devenu. Eh bien, moi j'ai confiance dans cet avenir proche et je pense que nos concitoyens ne demandent aujourd'hui qu'à nous accompagner. Alors justement, moi je propose qu'on puisse prendre peut-être 3-4 questions ou des sujets que vous, en tous les cas, vous aimeriez qu'on aborde
À la fois, on a la chance d'avoir, on va dire, les industriels experts qui travaillent sur ce sujet-là à Marseille, mais vous travaillez, j'allais dire, dans toutes les grandes villes du monde. Et ça sera intéressant aussi de voir quelles peuvent être aussi les différences. C'est quoi les atouts, les difficultés en application, avec quand même un territoire, on le disait encore hier, hein, Marseille, c'est beaucoup plus grand que le Grand Paris. Donc ça pose aussi un certain nombre de sujets et de solutions adaptées. Mais n'hésitez pas à lever le doigt et dites-nous quels sont les sujets que vous souhaitez entendre, voire aborder, de manière à ce que l'on puisse orienter les questions, les sujets qui répondent un petit peu à vos attentes. Si vous êtes là, c'est que justement vous êtes intéressé par les sujets de sécurité du territoire. Qui commence? Monsieur. Bonjour, je suis Olivier Guillaume, je suis dirigeant de la société Haut-de-Cante. On est spécialisé en intelligence artificielle, algorithmie, notamment deep learning. Et on est une petite société, une start-up, et je voudrais savoir, dans la métropole, comment est-ce qu'on peut venir vous voir et proposer des expérimentations sur la sécurité, la santé sur la métropole. De quelle manière, quelle est la porte d'accès, le point d'entrée chez vous pour aller proposer des innovations? On va prendre d'autres questions et comme ça on y viendra. En tout cas, votre question est relativement claire. C'est un sujet qu'on a pas mal abordé hier, notamment dans la question du reverse pitch, qui aurait été aussi comment est-ce que la porte d'entrée c'est la municipalité ou est-ce que la porte d'entrée c'est aussi les industriels qui peuvent aussi avoir la démarche dans un territoire d'appeler de l'innovation en cherchant des startups à travailler ensemble. On évoquera ce sujet. D'autres points qui souhaiteraient être, qui suscitent la curiosité chez vous ou que vous souhaiteriez aborder, monsieur? Oui, bonjour. En lien avec la question précédente, est-ce que la commande publique n'est pas un frein à une co-innovation entre des acteurs privés et des acteurs publics? Très bien, très bonne question également qu'on va traiter. Puis on va prendre peut-être, voilà, monsieur, il y a deux questions. Bonjour, nous développons un système pour surveiller les vélos d'une sécurité plus banale, plus quotidienne. Vous disiez que c'était la sécurité, la santé est un enjeu de sécurité. Je crois qu'on mêle un petit peu tout ça. Nous, on a besoin de données, on fait aussi du prédictif pour pouvoir anticiper ou sécuriser tout ça. Est-ce que dans votre système, on va pouvoir aller chercher des données pour nous aussi optimiser nos algorithmes de prédictifs? Voilà, c'est une question, c'est très intéressant ce que vous faites. Donc du coup, plus on a donné, mieux on prédit. Est-ce que ça fait partie du jeu? Bonjour, Ludovic Nachuri, journaliste chez Virtual Expo. Finalement, je rebondis un petit peu sur la question de monsieur. Vous parliez de big data, donc du fait qu'il y a énormément de données aujourd'hui qui sont collectées chez Marseille. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des applications du big data, voire de deep learning, qui ont été mises en application en matière de sécurité sur la métropole? Une dernière question, on reviendra de toute manière durant cet atelier, mais ça nous permet de voir quels sont les sujets prioritaires pour vous. Bonjour, donc ma question c'est plus comment accompagner le côté technologique à travers l'organisation, parce que c'est de nouveaux métiers au niveau des collectivités locales. Aussi, donc, comment arriver à faire un maillage entre l'organisation, la culture de la collectivité et les technologies pour avoir vraiment un succès de l'exploitation de ces technologies qui sont nouvelles et qui sont très complexes et qui nécessitent des métiers, des recrutements, des équipes. Et ce travail est transversal avec l'ensemble des acteurs de sécurité pour tirer profit de cette technologie qui est très performante. Merci, monsieur. Bon. On peut réagir sur cette dernière question, puis on va les reprendre toutes les unes après les autres. Oui, si vous voulez bien, je vais réagir à la dernière question à travers l'exemple du projet européen que nous avons déposé à la Commission européenne à Horizon 2020. Et pour vous dire, vous avez complètement raison. Un facteur clé de succès de ce genre de projet, c'est vraiment de travailler ensemble. C'est en travaillant ensemble qu'on arrive à avancer, à atteindre des objectifs communs. Et je trouve que le projet que nous avons déposé avec la ville de Marseille est exemplaire à ce titre. D'abord, il est exemplaire à deux titres. Nous avons dans ce consortium, parce que c'est un consortium, il n'y a pas qu'Atos et la ville de Marseille, il y en a bien d'autres, je vous en donnerai un peu la liste. Nous avons des industriels, nous avons des centres de recherche, des universités, et nous avons surtout, et c'est là où je rebondis sur votre question, nous avons des services utilisateurs futurs. Nous avons
Donc la ville de Marseille pour la police municipale, nous avons la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, nous avons la police du Brabant aux Pays-Bas, nous avons la police de Turin, une autre ville, on a le ministère de l'Intérieur israélien. Donc on a pas mal d'utilisateurs. Donc là, et c'est à travers ce projet, donc sa préparation, les rencontres, etc., et puis quand on l'aura gagné, parce qu'on le gagnera, hein, c'est ensuite de le délivrer, qu'on travaille ensemble et qu'on mette tous ces acteurs ensemble. Et il y a une deuxième dimension qu'il faut aussi prendre, c'est la dimension internationale. Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, l'importance des dimensions internationales. Et là, c'est un projet véritablement international, et c'est tout l'intérêt de ce projet H2020, c'est de nous mettre en contact avec des polices d'autres pays, des instituts de recherche d'autres pays. On a par exemple l'université de Grenade en Espagne, on a l'université d'Athènes en Grèce. Donc on a une dimension européenne, et d'ailleurs, pour gagner un tel projet, il faut absolument avoir un consortium européen. Donc vous avez complètement raison. Bon, je ne vais pas rentrer dans la description technique de ce projet, sauf si vous le souhaitez, mais déjà pour vous dire que la façon dont il a été monté répond directement à votre question. Donc c'est en travaillant ensemble, donc les services publics, les instituts de recherche, les industriels, qu'on arrive à bien fonctionner. Et puis je voulais en finir par remercier la ville de Marseille, parce que sans vous, ce projet n'aurait pas été déposé, hein. On y travaille depuis presque 18 mois. Hein. On a commencé entre Athos et la ville de Marseille, et petit à petit, d'autres participants sont venus se greffer sur ce projet qui maintenant est devenu vraiment un très très beau projet. Ça me permet effectivement de rappeler que ce projet est assez exemplaire parce qu'il est parti des cas d'usage. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on en parlait dès le départ. On parle de coproduction, alors de collaboration. Enfin, on cherche en ce moment notre sémantique pour ne pas le répéter, mais c'est ça, nous sommes partis véritablement des cas d'usage des polices, alors certaines plus impliquées que d'autres, mais l'essentiel c'était de tous partir ensemble. Et votre question, dans votre question, il y avait une autre question, c'était quelle est vraiment aujourd'hui la nouvelle culture de gouvernance. C'est évident que déposer un H2020 il y a 3-4 ans en arrière, sur la sécurité, ville de Marseille, je pense que tout le monde nous aurait dit mais de quoi vous nous parlez ? Écoutez, ayez un peu les pieds sur terre, d'accord. L'Europe a peut-être des fonds importants à apporter au territoire, mais malgré tout. Mais aujourd'hui, cette gouvernance, moi je verrais bien dans quelques années, peut-être que je ne le verrai pas en tant qu'élu, mais peut-être en tant que citoyenne, avoir un véritable pôle dans les collectivités territoriales qui ont la compétence sécurité, notamment les communes pour l'instant, hein, parce que pour l'instant il n'y a que les communes qui l'ont, d'avoir un vrai pôle de Safe City. Parce que vous avez dans cette salle 3 à 4 personnalités de grand talent qui travaillent ensemble et qui ont des métiers très différents. Vous avez le directeur général de la sécurité qui travaille sur l'opérationnel, qui a un métier police, qui l'apporte au service de l'ingénierie et des ingénieurs de la DINSI. Vous avez Mme Marty, vous avez Mme Lothar qui sont ici, qui ensemble co-construisent. Alors vous savez, je crois qu'encore une fois, la réussite de cette Safe City que nous voulons, elle passe quand même par les hommes et par les femmes de bonne volonté. Alors c'est vrai que la gouvernance aussi va certainement évoluer. Alors est-ce que ce seront les métropoles ? Est-ce que, comme je le pense, ça peut être aussi les politiques régionales qui ont la gestion des fonds européens, qui ont véritablement cette vision ici, mais aussi ailleurs, de smart région, grand modèle pour permettre à chacun de travailler ensemble. Voilà, donc j'avais aussi perçu dans votre question cette organisation des administrations. Bien sûr que ça va changer. Alors sur la commande publique, bien sûr, alors c'est un frein. Est-ce que l'action publique, est-ce que l'institution doit être perçue comme un frein au développement de l'innovation ? Non, nous nous battons pour ça. C'est vrai que nous interpellons le législateur, nous interpellons les gouvernements successifs. La commande publique doit être adaptée aujourd'hui aux besoins. Je me souviens d'un certain déplacement à l'étranger. Bon, je ne trouve pas que la phrase soit des plus intelligentes, mais elle est quand même assez drôle. C'est qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, les terroristes, eux, ils passent pas par des marchés publics. Nous avons besoin effectivement d'être réactifs, proactifs. C'est pour ça que lorsque vous identifiez, mais ça vous savez très bien le faire, les start-upers, je dirais le nouveau carburant de notre territoire, lorsque vous identifiez un élu ou un directeur, ben allez-y. Là, nous nous sommes identifiés, mais de quoi on se connaît. Ça veut dire que ça, c'est un signal. Même, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Est-ce qu'il faut passer par un bureau à la métropole, un bureau à la région ou un bureau à la mairie? Passer aussi dans les bureaux des politiques qui ne sont pas là non plus pour être un frein et pour avoir un catalogue d'annonces, mais pour faire. Et je crois que c'est grâce à vous aussi aujourd'hui que nous pouvons faire et avoir une politique politicienne belle, du résultat. Donc, je crois qu'hier, nous avons échangé nos cartes. Et après, moi, vous savez, il m'est souvent arrivé, alors je ne sais pas s'ils sont dans cette salle, de mettre en relation des startups avec des industriels, avec l'élu qui va bien parce qu'il a en charge une politique publique. C'est notre rôle, nous sommes des courroies de transmission. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que, Caroline, aujourd'hui, vous avez le sentiment, par une certaine taille critique de la métropole, que se dégage une filière des questions de la sécurité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que toutes les métropoles ont bien entendu un écosystème sur ces sujets-là, mais est-ce que dans ce territoire, et même avec vos responsabilités à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous considérez qu'aujourd'hui, il y a de la compétence pour créer en tout cas un écosystème suffisamment intéressant dans ce territoire ou pas? Nous pouvons encore monter en compétences. De nouveaux métiers ont émergé. Ils doivent aujourd'hui venir au service de la collectivité territoriale parce que je pense que ça passe, enfin je ne suis pas la seule d'ailleurs, ça passe par le politique. La vision politique d'une métropole, et en l'occurrence de la nôtre, je crois que cette métropole ex-Marseille a la chance d'avoir comme président Jean-Claude Gaudin qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance, nous tous, pour porter cette politique qui est à la fois celle du respect des règles et des compétences telles qu'elles sont édictées peut-être depuis trop longtemps par le législateur, mais aussi d'oser. Et si demain la métropole ex-Marseille doit continuer à oser, elle doit oser sur les enjeux de sécurité, elle doit oser sans penser y perdre son âme, qui est celle aujourd'hui, qui est l'âme de nos institutions, qui fait que la sécurité est de la compétence du régalien. Moi, je le pense sincèrement que dans quelques années, c'est une loi du 5 mars 2007 qui a été édictée et qui rappelait que le maire est le chef d'orchestre de sa politique de sécurité dans sa ville. Je pense sincèrement, et n'y voyez pas là des accointances quelconques, que nos maires, et peut-être in futurum nos présidents de métropole, seront de façon indispensable des shérifs à l'américaine, dans le sens où ils rendront police de proximité et justice de proximité. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque cruellement pour rappeler que tout le cadre que nous évoquons, il tend vers quoi? Il tend à rappeler qu'il y a un cadre, qu'il y a des règles à respecter et que le vivre ensemble, ça commence aussi par là. Juste petite question d'ordre, on va dire, politique, mais ça intéressera quand même d'abord votre vision et votre avis. Ça fait longtemps que finalement le poste de ministre de l'Intérieur n'avait pas été occupé par un maire d'une grande métropole. Est-ce que, je sais que vous êtes au contact bien sûr d'un dialogue métropolitain pour partager des sujets avec les maires des grandes villes. Est-ce que ça peut, on va dire, le fait que Gérard Collomb, qui a été bien sûr le président de la métropole de Lyon, ça peut ouvrir à des nouveaux sujets, ça peut aider, en tous les cas, les problématiques des métropoles face aux enjeux de sécurité? Oui. La réponse est oui, d'autant qu'il a créé un secrétariat d'État confié, c'est une élue de... Je crois qu'elle est du Grand Sud-Ouest, sur justement le lien avec les territoires sur la politique de sécurité du ministère de l'Intérieur.
vous allez certainement confirmer ou rappeler. Là, excusez-moi, j'ai juste un petit trou de mémoire. Et ça, moi, je l'ai tout de suite perçu. Alors, c'est pas parce que c'est une femme. Peut-être qu'un ministre de l'Intérieur femme, c'était pas mal aussi. Surtout qu'il y en a eu, et des grandes. Mais c'était très intéressant. C'était un signe fort de dire il y a effectivement une politique d'État avec le régalien, mais il y a aussi un message très fort qui est envoyé au territoire. Donc je participe au nom du maire de Marseille à certains travaux. Je suis attentive à ce qui s'y passe. Nous avons, nous ici dans cette région, eu des députés qui ont mené des travaux parlementaires intéressants justement sur les nouveaux pouvoirs du maire, les nouveaux pouvoirs de la police municipale, parce que la sécurité, nous en revenons, pourquoi Marseille est pionnière, parce que la sécurité, c'est non seulement du quotidien, mais c'est aussi au plus près du territoire, dans la proximité. Et ça, lorsque, au lendemain du triste attentat de Nice, eh bien, un comité interministériel se tient à Paris où ne sont invités ni un maire, ni un président de département, ni un président de région. Eh bien, je crois qu'on n'est plus dans le principe de réalité et de ce que nous devons aujourd'hui mener ensemble comme politique de sécurité. Souvent, ça a été, avant de laisser la parole à Éric Delfosse, ça a souvent été un sujet d'incompréhension de la part des citoyens. C'est non, ce sujet-là, c'est la police nationale, ce sujet-là, non, c'est la police municipale. Justement, dans la dimension pionnière, je sais que beaucoup de progrès ont été faits justement dans le territoire, dans un dialogue assez efficace entre la police nationale et puis la police municipale. Est-ce qu'il y a un ou deux sujets concrets que vous pourriez nous faire partager ce matin qui permettent justement d'avoir moins de mécontentement sur cet aspect-là et j'allais dire presque comment aussi peut-être les industriels, avec la data, peuvent apporter une meilleure compréhension, une meilleure information sur ces sujets-là. Ça pourrait faire l'objet d'une table ronde. Hein. Alors, nous avons, toujours sous l'autorité de Jean-Claude Gaudin, qui était très attentif, toujours parlé de partenariat et de collaboration. Alors, parfois, ce sont des conventions. C'est notre convention de partenariat, de coordination. La première a été signée en 2012 avec la police nationale sur ce territoire, qui était déjà innovante, puisque la première convention de coordination que nous avions signée en 2012 indiquait de façon tout à fait unique en France qu'il y avait des réunions hebdomadaires à tous les niveaux, au niveau des arrondissements, entre policiers nationaux et municipaux, au niveau des états-majors et une réunion bimestrielle avec le préfet. Donc déjà, lorsque vous parlez d'information, de données, vous voyez que nous avions déjà, dans cette convention, Oracle n'était pas loin. C'est-à-dire que dans cette convention, nous savions que nous devions nous informer, croiser nos informations pour pouvoir avoir des dispositifs les plus pertinents et au plus près des enjeux. Nous avons donc continué, nous, le développement de notre police municipale avec l'installation d'un centre de supervision urbain qui a été, dès l'ouverture en 2012, le lieu d'une culture partagée entre police nationale et police municipale de façon exemplaire et qui a fait progresser la collaboration de ces deux métiers au service de nos concitoyens. Ensuite, nous avons monté toujours en puissance cette police municipale qui aujourd'hui, ce n'était pas le cas en 2008, travaille en H24. Nous avons une brigade de nuit. Donc la nuit, au quotidien, notre police municipale est la police secours d'il y a quelques années. Donc la confiance c'est encore plus renforcée, toujours au service de nos concitoyens. Et puis ce sont les équipements de notre police municipale. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'une smart police municipale à Marseille, eh bien, ça va de la numérisation d'une armurerie. Marc Labouze est là, il pourra également en parler. L'équivalent de forces d'intervention de la défense. Nous avons une police municipale qui est équipée d'un PVE, d'un procès-verbal électronique, d'un petit PDA, qui aujourd'hui sont véritables bureaux numériques sur eux-mêmes, où ils peuvent dresser des mains courantes, envoyer des informations en temps réel. Donc, pour
pour finir, et la chute sur la réponse, c'est parce que nous avons donné des moyens à cette police municipale qui est la police du quotidien, que nous pouvons aujourd'hui être un petit peu exigeants avec notre partenaire police nationale. Et eux sont particulièrement, je parle de ceux qui sont sur le terrain, à l'opérationnel, et moi dans mes relations avec le préfet de police qui sont remarquables, nous pouvons vraiment parler aujourd'hui de collaboration, de bonne coordination. Et ça, aujourd'hui, lorsque je vais dans certains de réunions de comités d'intérêt de quartier, j'ai plus la question, mais alors qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Parce qu'ils voient ces polices travailler ensemble. Nous avons aussi un véritable enjeu, mais ça pourrait faire l'objet aussi d'une autre table ronde, c'est la sécurité privée qui, elle aussi, a besoin des outils des industriels. Et je pense que c'est parce que vous nous regardez travailler maintenant depuis quelques années que vous êtes attentif aux solutions que vous pouvez proposer pour que nous puissions aller plus loin. Et j'ai parlé d'Auxilium, et il y en a d'autres certainement en préparation. Oui. Vous souhaitiez réagir sur justement les propos de Caroline. Tout à fait. Sur ce thème, effectivement, il y a une vraie évolution. Je vais vous donner 2 exemples très rapides. Le premier, sur le H2020 dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on a 2 partenaires. On a la police nationale du 13 et puis on a la ville de Marseille et sa police municipale. Donc c'est déjà un très bon exemple. Le deuxième exemple, c'est le système Auxilium dont vous parliez tout à l'heure. Ce système a d'abord été développé au sein du ministère de la Défense pour protéger donc les forces sentinelles, leur apporter des moyens de communication sécurisés et qui répondent aux besoins opérationnels. Eh bien, ce système était d'abord, dans un premier temps, classifié. On n'avait pas le droit d'en parler. C'était un programme de la DGA. Et très rapidement, le ministère de la Défense s'est rendu compte de l'intérêt potentiel de ce système pour les collectivités, etc. Et donc, il a accepté qu'on en parle, qu'on le montre et qu'on puisse finalement aboutir sur cette expérimentation prochaine pour la police municipale de Marseille d'un système qui avait été initialement fait par le ministère de la Défense. Donc, on voit que les mentalités évoluent et que, comme je disais tout à l'heure, c'est en avançant ensemble qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Éric Delphos, on va parler peut-être de manière plus approfondie sur le big data. Hier, on avait une conférence si l'intelligence artificielle allait tuer Marseille ou au contraire en faire la Californie de l'Europe. Moi, je vais vous poser la question si justement le big data va permettre un jour d'imaginer une sécurité dans laquelle il y aurait une sécurité optimum. Et quelles peuvent en être aujourd'hui les innovations nouvelles dans les prochaines années. Déjà, ce que vous êtes en train de mener à Marseille, puisque vous dirigez toute l'activité Big Data que vous avez développée chez Oracle. Peut-être de rappeler ici, parce qu'on parle beaucoup de Big Data, c'est quels sont les moyens pour vous aujourd'hui de récupérer de la donnée. J'allais dire, il y a Jean-Marie Angy qui est ici devant nous, qui est le patron DSI de la métropole et de la ville de Marseille. On dit que c'est vraiment aujourd'hui le pétrole. Finalement, Marseille n'a pas de pétrole, mais au moins elle a la big data qu'elle est en train de récupérer. Et comment vous la récupérez dans un parcours d'un citoyen aujourd'hui, un Marseillais? C'est aujourd'hui comment elle se collecte cette donnée. Je crois que c'est important de rappeler aussi comment, on va dire, ce pétrole se génère. Alors, ça va, je pense aussi répondre aux questions qu'il y a eu. Alors, on parle de pétrole. Alors, la donnée, elle est en train d'exploser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un énorme enjeu autour de la donnée mondialement. En 1 minute, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 500 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube, il y a 500 000 tweets, il y a 3 millions de posts sur Facebook. Donc cette donnée, aujourd'hui, elle explose. L'enjeu, c'est de savoir comment une entreprise privée ou publique va pouvoir la capter. Puisque parfois elle est à disposition de ces systèmes, parfois elle ne l'est pas. Donc je comprends ces questions qui disent, pour me développer, il faut que je puisse accéder à la donnée. Et cette donnée, il faut qu'elle soit mise à disposition. Et de plus en plus, il y a des organismes privés et publics qui mettent à disposition leurs données, ou de la donnée qui soit préparée et qui soit qualifiée, pour que derrière, il y ait des jeunes startups, il y ait des entreprises comme nous aussi, qui puissent proposer des solutions autour de la donnée. Parce que nous, moi, en tant qu'Oracle, on fournit une solution. On ne va pas aller chercher la donnée. D'accord ? La donnée, elle appartient au client. Et nous, d'ailleurs, on lui donne une solution pour qu'il puisse l'exploiter, la travailler et derrière en faire quelque chose, une matière qui va pouvoir valoriser. Et d'ailleurs, on parle souvent de monétisation de la donnée dans le secteur privé,
puisque des entreprises se sont rendues compte que c'était un service qu'ils pouvaient monétiser sur le marché. Si on doit parler un petit peu d'exemples autour du big data dans la sécurité, dans d'autres pays, dans d'autres villes, il y a des zones dans le monde où il y a des projets d'implémentation de big data dans la sécurité qui ont été implémentés beaucoup plus tôt que dans d'autres zones géographiques parce que ce sont dans des zones sensibles. Je pense notamment à tous les pays du Moyen-Orient. Et la police d'Abu Dhabi, par exemple, a été une des premières villes au monde à mettre un projet de big data, puisqu'ils se sont dit on va essayer d'avoir 0 crime dans nos rues, on va essayer d'avoir 0 accident sur la route et 0 mort sur la route. Et ben pour ça, on va corréler l'information, que ce soit des réseaux sociaux, d'un Facebook, d'un Instagram, d'un Twitter. Et d'ailleurs, on va la corréler avec de la vidéo, avec des données de vidéo. Et tout ça, on va les mettre dans des grands systèmes. Et puis derrière, on va faire, comme vous avez expliqué, de l'algorithmie, du machine learning et de l'intelligence artificielle. Pour répondre à la question d'intelligence artificielle sur la ville de Marseille, et notamment hier à l'intervention de Laurent Alexandre, moi j'ai envie de dire, oui, la ville de Marseille, elle fait déjà de l'intelligence artificielle. Elle en fait, parce qu'elle a tous les systèmes pour le faire. Elle a des langages statistiques. Il y aura de plus en plus de data scientists qui vont pouvoir contribuer à analyser ces données. Donc j'avais envie de lui répondre hier, je ne pouvais pas, mais oui, bien sûr, elle en fait déjà. Et pour moi, elle s'est déjà inscrite dans cette dynamique. Pour rebondir sur le sujet d'ailleurs de ce que c'est un data scientist, on en parle beaucoup aujourd'hui sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'un des freins aujourd'hui du big data, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources sur ce marché. Et les ressources sont rares, et quand elles sont rares, elles sont chères. Et si j'ai envie de donner aussi un message à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est dans nos enfants, moi je pense que c'est un métier de l'avenir. Comment d'ailleurs on va pouvoir essayer d'analyser ces données et d'avoir nous cette capacité à créer ces algorithmes intelligents pour être dans le machine learning. Voilà. Et là, la ville de Marseille, comme beaucoup d'autres villes, se dote de data scientists pour pouvoir traiter ces données et donc pour pouvoir les exploiter. Je vais donner un autre exemple qui est... après la police d'Abu Dhabi, par exemple, il y a eu la police de Dubaï qui, elle, s'est dit je vais essayer de faire du prédictif. Pour faire du prédictif, ils ont fait beaucoup de statistiques par rapport à des données qui avaient été remontées par différentes administrations, que ce soit un service de pompiers, que ce soit un service de livraison de courrier, que ce soit une entreprise privée. Et grâce à toutes ces données qu'ils ont pu corréler, ils ont pu essayer de tester quelles étaient potentiellement les futures zones dans la ville où il y allait avoir des incidents, de façon à y adapter des forces de police pour pouvoir réduire cette criminalité. Et ils y sont parvenus. Je vais donner un autre exemple qui est, on parle beaucoup de Smart City ici, et je vais donner un exemple de comment est-ce que d'ailleurs on va apporter des services à des citoyens, et je vais donner l'exemple de la ville de San Francisco. À San Francisco, on a travaillé sur la gestion du parc-met et du parking. C'est-à-dire que, on va imaginer, vous êtes en voiture, vous voulez aller vous rendre dans un stade parce qu'il y a un gros match de baseball à l'autre bout de la ville de San Francisco et vous dites mais où est-ce que je vais stationner ? Sachant qu'aux États-Unis, on stationne en général d'une façon, on est assez discipliné sur la façon de se garer. On ne se gare pas n'importe où comme chez nous. Et donc, vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir avoir une place de parking là où je vais aller me garer ? Et donc derrière, on va vous fournir une application de mobilité, parce que ça c'est encore l'enjeu de Big Data. Le Big Data, c'est l'aspect qu'on ne voit pas, mais derrière, c'est comment je vais restituer l'information. Donc derrière, je vais avoir une application de mobilité, et sur cette application de mobilité, je vais pouvoir voir que près du stade, il y a peut-être 50 places, et que comme il n'y a que 50 places, et qu'on n'a pas envie qu'il y ait du trafic urbain près du stade, et d'ailleurs, pour pouvoir réduire ce trafic, la politique de la ville va nous dire, non, c'est $15 de l'heure, la place de stationnement. Donc, naturellement, vous allez vous dire, non, je ne vais pas y aller. Et donc, vous allez chercher où est-ce qu'il y a des places qui sont moins chères. Et donc, derrière, on va vous orienter et on va vous attirer pour aller vous garer un petit peu plus loin, de façon à payer, d'une part, moins cher votre stationnement, et d'autre part, de ne pas créer des situations de trafic urbain qui créent de l'énervement, de l'agacement et donc de l'insécurité. Donc, c'était pour donner un peu cet exemple de parfois qu'on fait du Smart City, on peut faire également du Safe City. Très bien. Merci, Eric Delfosse. Peut-être pour réagir tout à l'heure, un monsieur demandait sur quelle était la démarche au niveau des startups avec la métropole. Alors je peux comprendre pour une start-up, il y a soit la voie d'aller voir les élus, et puis il peut y avoir aussi la voie, si la start-up est en confiance, d'aller voir aussi les industriels. Vous, quelle est votre approche chez Oracle, à la fois dans le partenariat ou dans l'intérêt de rencontrer des start-up du territoire pour imaginer des choses? On a un programme qui est chez Oracle qui s'appelle We Love Startup.
Et on contribue fortement au développement d'une trentaine de startups que chaque année on reçoit. Et on les accompagne en leur mettant à disposition nos propres solutions. Puisque nous, on ne met pas, vous avez compris, on ne met pas de données à disposition, puisqu'on travaille sur la donnée de nos clients et qui leur appartient. Mais en revanche, on accompagne ces startups avec notre savoir-faire de façon à les aider à se développer. Et puis, on bénéficie en France de plusieurs milliers de clients. On est 1500 collaborateurs et on a beaucoup de contacts avec un écosystème client et partenaires très important. Et donc, on les met en relation avec nos clients de façon à ce qu'ils puissent se développer, puisque pour nous, c'est très important. Et c'est au niveau national, ce programme de Wheel of Startup. Quelques mots là sur justement votre façon d'appréhender la relation avec les startups. Oui, je trouve que dans ce domaine, les choses ont beaucoup évolué. On a de plus en plus de projets coopératifs. La première façon d'en faire, c'est effectivement de répondre à des appels à projets lancés par la Commission européenne ou lancés par les organismes français, le ministère de la Recherche ou de la Direction générale des entreprises qui lancent des appels à projets coopératifs. C'est vraiment un très bon moyen d'entrer en contact avec des PME, des startups, parce que dans tous ces projets, il en faut. Donc ça permet de mieux se connaître à travers un projet, etc. Et ensuite, pourquoi pas, de lancer des coopérations. À ce sujet, d'ailleurs, la participation, l'importance des pôles de compétitivité, ça c'est quelque chose de vraiment très important que je recommande aux PME et aux startups, parce que c'est vraiment un lieu où se rencontrent les grandes entreprises et les startups, et qui ensuite permet de répondre à des appels d'offres du programme d'investissement d'avenir ou du fonds unique interministériel. Donc ça, c'est une première façon de faire. D'autre part, sur ces sujets, on a de plus en plus besoin de travailler avec des PME, avec des startups. Je vais prendre l'exemple d'une de nos priorités développement chez Atos, qui est les plateformes analytiques, qu'on utilise d'ailleurs pour la Safe City, mais qu'on utilise aussi dans le domaine industriel pour faire de la maintenance prédictive, dans le domaine de la défense pour gérer du renseignement. Notre programme de développement de notre plateforme analytique s'appelle Codex. Et sur Codex, en fait, ce qu'on a bâti, c'est un écosystème de PME, de partenaires, de startups avec qui on a commencé à travailler, qui savent s'insérer dans notre plateforme et qui peuvent participer en fonction des déclinaisons de ces plateformes, en fonction des besoins. Ils peuvent participer, puisqu'il est clair qu'un industriel ne peut pas tout faire. Dans une plateforme analytique, on doit faire de la traduction, on doit reconnaître des images. Donc on a aujourd'hui plusieurs dizaines de PME, de partenaires, de start-up présents dans notre écosystème. Caroline, vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Écoute, je pense que vous compléterez, mais lorsque l'on parle du big data de la tranquillité publique, donc je vous en avais parlé l'année dernière, là nous sommes en clôture du marché qui nous permettra d'avoir un prestataire pour alimenter, produire ce big data, mais je pense que c'est pas inutile d'indiquer, vous compléterez, que les organisateurs des Jeux Olympiques, en la personne du contact que vous avez, ont été très attentifs à ce big data tranquillité marseillais, qui a été présenté chez vous, chez Oracle, devant vos 500 plus grands clients, et qui a retenu toute leur attention pour pouvoir travailler de la même façon, peut-être à Marseille et à Paris. Je crois que c'est là aussi le big data et une politique publique telle que nous la menons, elle permet à d'autres de s'en nourrir. Elle permet aussi la création de masters, de l'intelligence, et toujours de l'intelligence. Je crois que vous êtes modeste, vous n'en avez pas parlé. Alors, oui, c'est vrai. Enfin, je ne suis pas dans le comité olympique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le volet sécurité est un enjeu essentiel dans la candidature de Paris-Marseille au niveau de qu'est-ce que la France peut et comment on va sécuriser ces JO. Et donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains membres du comité et de leur expliquer ce qu'on était en train de faire en termes de big data dans la tranquillité publique. Et je pense que ça résonne forcément et ça met toujours en confiance un comité quand il présente un projet, de savoir que derrière, les touristes du monde entier qui vont venir, et les sportifs, et vont être dans un cadre où ils vont pouvoir penser sereinement à l'enjeu qu'ils vont avoir à faire face, à savoir une compétition sportive de haut niveau, et pour tous les touristes, à savoir
comment je vais profiter pleinement de cet événement sans avoir la peur au ventre. Parce qu'avec ce qui s'est passé récemment, on peut très bien comprendre ce sentiment de peur au ventre qu'on peut avoir. Donc c'est bien de la part d'un Américain de dire finalement, d'un groupe américain, pardon, que finalement la candidature de Paris et de Marseille était meilleure que celle de Los Angeles en termes de sécurité. C'est ce que je retiens ce matin. Mais moi, je suis ravi que ça soit à Paris. Et puis en plus, je crois que ça sera à Los Angeles en 2028. Donc voilà, je pense que sur les deux tableaux, on est ravis. Il y avait une autre question, je crois, Caroline, non ? Sur le master. Ah oui, alors le master. On en parlait, c'est un marché qui est très porteur. Hein. Et donc, il y a énormément de masters big data qui se sont créés ces dernières années en France. Et nous, on travaille plus étroitement avec 2 écoles en France pour accompagner les étudiants et aussi pour pouvoir leur mettre à disposition ce qu'on appelle dans le monde informatique des virtual machines, des VM, sur lesquelles ils vont travailler puisqu'ils ont besoin de pouvoir s'appliquer sur des cas concrets. Donc ils prennent des jeux de données et donc derrière ils développent de la donnée grâce à des solutions qu'on leur met en place. Et je pense que c'est très important aussi de nous, au niveau des grands industriels, de faire partager nos solutions pour que des jeunes puissent apprendre et ça forme des data scientists et c'est très important pour le marché. Moi j'avais une petite question à Philippe Duluc pour revenir un peu aussi sur des débats que nous avons pu hier avoir, notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle qui a été abordé comme impact et comme enjeu pour la métropole d'Aix-Marseille. Hier, le conférencier Laurent Alexandre disait, en gros, les États-Unis, ils ont Google, Facebook, nous, on a la CNIL, en caricaturant la présentation, mais il y a une part de vérité quand même dans ce qui a été dit. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, le big data est au cœur, est essentiel en tout cas dans l'économie d'aujourd'hui, dans l'économie de demain. Vous, comment vous voyez justement cette Europe, j'allais dire avec sa CNIL, face en tous les cas avec les États-Unis et des acteurs mondiaux très forts. Vous, quelle est votre vision du sujet? Comment l'Europe doit réagir pour gagner un peu en souveraineté et j'allais dire presque aussi finalement en termes de souveraineté et de sécurité? Alors, c'est une question pas très simple que vous me posez là, mais d'abord... Parce que je vous la pose parce que je me dis, vous avez été au ministère de la Défense, Oui, vous avez été à Matignon et à la fois un opérateur privé, donc vous avez certainement une vision globale sur cette question de souveraineté et de sécurité. Souveraineté de sécurité en Europe, et j'allais dire après, même dans la capacité de prendre des décisions, les bonnes décisions et sur les choix des partenaires. Bon, d'abord, je sens l'Europe évoluer sur les questions de souveraineté. Il y a encore eu des annonces récentes sur le sujet. On voit que l'Europe met en place, par exemple, des financements. Il y a notamment un sujet extrêmement innovant, c'est le futur, c'est l'informatique quantique, les calculateurs quantiques. L'Europe a décidé de mettre 1 milliard d'euros sur le sujet pour les 10 prochaines années. Et c'est dans l'esprit de l'Europe, c'est bien un sujet qui devra adresser principalement les industriels européens, de lesquels peuvent être des filiales d'ailleurs, de sociétés d'autres pays. Et il y a quand même une évolution, une prise en compte plus grande de la question de souveraineté. Sur l'intelligence artificielle, il y a la question de la souveraineté, certes, mais peut-être on a fait preuve d'un certain retard. Il me semble, ça c'est un avis plus personnel, qui n'engage pas Atos, mais on sent aujourd'hui que chez un certain nombre d'entreprises européennes, d'entreprises françaises, au niveau des relations qu'on peut avoir avec les autorités étatiques, l'IA devient une priorité, devient quelque chose d'important. Et on peut dire que peut-être que les Américains, pour parler des Américains, sont partis avec un petit peu d'avance. Les grands industriels ont investi depuis des années sur le sujet. J'ai l'impression que les industriels européens se réveillent sur le thème de l'intelligence artificielle. On a vu du reste des chantiers importants se mettre en place. On a eu Francia l'année dernière. Cédric Villani a reçu, député de l'Essonne, a reçu une mission du secrétaire d'État au numérique sur l'intelligence artificielle. Bon, ça ne suffit pas, mais ça montre en tout cas qu'on part dans la bonne direction. Et chaque fois, nous avons par exemple participé aux travaux sur Francia. Cédric Villani, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est dans notre comité scientifique quantique. Chaque fois, les industriels sont associés, consultés.
Donc moi j'ai plutôt une vision optimiste sur le fait on va rattraper notre retard que nous avons par rapport aux Nord-Américains sur l'IA. Et sur les questions de souveraineté, l'Europe a donné des signes qu'elle faisait de plus en plus attention. Très bien. En tout cas, ça sera pas un sujet qu'on pourra mettre de côté. C'est-à-dire, on ne pourra pas être performant en termes de sécurité et de big data si on n'aborde pas à la fois et qu'on ne se mette pas des freins ou des boulets aux pieds que n'ont pas nos chers amis américains. Ça c'est clair, il faut un petit peu stopper l'angélisme dans ce domaine. Et on sent que les choses sont prises en compte, peut-être à leur vitesse, hein, mais il vaut mieux aller lentement que ne pas y aller du tout. Et pour finir sur l'IA, il y a aussi à noter que même en IA, il y a des questions de sécurité. Hein, parce qu'on peut, aujourd'hui, c'est démontré, on peut truquer, on peut donner de fausses informations à un programme d'intelligence artificielle et le tromper, lui faire sortir des erreurs. Donc c'est aussi un sujet sur lequel il faut investir, il faut travailler, c'est la sécurité des logiciels d'intelligence artificielle. Alors, je vais pas poser la question, je vais vous faire réagir. Hein. Je ne vais pas poser la question à Caroline Posmentier parce que je ne voudrais pas que demain elle ait les syndicats, la police municipale dans son bureau, mais dans le Marseille de 2030, est-ce que vous pensez que les robots auront remplacé l'homme ou le policier municipal ? Ça, c'est également on passe de l'IA au robot. Hein, on fait un gap important, mais c'est vrai qu'on voit ce qui se déroule hein, avec des auxiliaires dans les hôpitaux, etc. Sur ce sujet, je pense que les robots peuvent éventuellement apporter une aide, mais en aucun cas ils ne peuvent remplacer. Hein, il y a quand même des choses extrêmement importantes régaliennes dans le rapport par rapport aux concitoyens, etc., qu'à mon avis, mais encore une fois c'est un avis personnel, on ne peut pas confier aux robots. Par contre, les robots vont apporter de l'aide. Ils vont permettre de faire les choses plus rapidement, de préparer des choses. C'est par exemple ce qu'on fait sur le programme H2020. Hein. À un moment, il y a effectivement de l'intelligence artificielle, par exemple, pour détecter des situations de violence dans des foules, pour détecter une voiture en fuite, etc., pour la suivre. Oui. Ensuite, il y a un sujet un peu prédictif de centre de situation, mais chaque fois, c'est pour faciliter la prise de décision d'un opérationnel, ce n'est pas pour le remplacer. Les robots pourraient aider les syndicats aussi. C'est noté, Caroline. Éric Delfosse, vous souhaitiez réagir Oui, je souhaitais réagir par rapport on parle souvent des Google, Facebook, Amazon et toutes ces nouvelles sociétés qui se sont créées, qui sont des sociétés récentes, hein, et qui se sont créées sur un sur un modèle économique qui est comment je vais, à partir de données, créer une activité, un service, un produit, et qui aujourd'hui sont en train de révolutionner l'économie. Et je pense qu'on n'a pas à rougir face à tous les acteurs de la Silicon Valley, et pourtant Oracle est une société de la Silicon Valley, mais on n'a pas à rougir parce qu'en France, on a des super ingénieurs et on a des bonnes idées. Et nos données, maintenant, les données, elles sont internationales et elles sont partagées d'une façon mondiale. Et je pense qu'on a tout à fait la capacité en France, avec aujourd'hui les technologies qu'on a, avec les personnes qui sont présentes et tous ces jeunes qui sont des jeunes diplômés qui sont brillants, puisque d'ailleurs tous les pays étrangers nous les prennent, et ben, je pense qu'on a tout à fait la capacité de créer nos propres GAFA en France, et j'en suis sûr qu'on en aura. Voilà, ça c'était un point que je voulais vraiment souligner. Un message optimiste pour l'avenir. On va peut-être prendre d'autres questions que peut-être se sont générées depuis nos échanges tout à l'heure. Monsieur ? Bonjour. Je m'occupe entre autres d'intelligence artificielle. Et ma question va porter sur ce sujet. Comment l'anticipation, enfin en termes de sécurité, hein, je parle, hein, on n'est pas dans le domaine financier, comment l'anticipation peut être gérée par l'intelligence artificielle? Parce que je pense que la problématique de sécurité aujourd'hui, c'est d'anticiper tout type de risque. Voilà. C'est une simple question. Je voudrais quand même préciser, le mot intelligence artificielle, effectivement, c'est un mot qui regroupe des dizaines et des dizaines de technologies, dont par exemple les réseaux de neurones, les multi-agents, les systèmes experts. Donc le grand public, en fait, si vous voulez, je pense qu'il ne capte pas exactement ce que veut dire intelligence artificielle. Voilà. Enfin, c'était une remarque. Hein. Est-ce que vous voulez y répondre à travers des cas d'usage de la ville, ou est-ce que vous voulez que je donne des cas d'usage ?
Non, mais c'est vous qui allez répondre. L'exemple de San Francisco est un cas d'usage très intéressant. Mais pourquoi une collectivité comme la nôtre décide, c'est un petit peu ça votre question, de faire appel à l'intelligence artificielle avec le big data, comment elle va utiliser la donnée, quels sont ses besoins pour pouvoir se permettre de dire à nos concitoyens, nous allons faire du prédictif, l'aide à la décision sera remarquable pour anticiper et prévenir. D'abord, beaucoup d'humilité, mais encore une fois, il faut avancer, il faut le faire. Nous avons en interne, dans notre collectivité, une somme de données considérable, des plus intéressantes. Je parlais des services de l'urbanisme, nous savons en temps réel combien de permis de construire sont délivrés, donc combien de grues jour sont disposées dans cette ville. Nous avons une police municipale qui est entièrement digitalisée, donc nous savons et de la géolocalisation, nous avons des informations, leurs mains courantes, les caméras de vidéoprotection, les services des parcs et jardins, enfin le bataillon des marins-pompiers. Nous avons en archive, en temps réel et de façon évolutive, nous savons que nous avons toute cette somme de données. Donc je ne parle que de la ville. Vous voyez, je n'ai même pas parlé de mon partenaire, État ou métropolitain ou transporteur. Toutes ces données, au même titre que vous fermez une pièce et vous mettez 10 personnes qui, pendant 3 jours, préparent un événement, vous avez cette intelligence. Alors, elle paraît moins artificielle, mais c'est de l'intelligence qui se partage pour mettre en place le dispositif le plus pertinent, en se disant que, bien entendu, le risque zéro n'existe pas, mais que tant de barrières à cet endroit seront plus pertinentes qu'à un autre, que tant d'effectifs déployés. Voilà quelle a été notre analyse. Nous avons fait appel également à un bureau d'études qui nous a permis de déterminer les besoins pour que vous puissiez, industriels, mieux comprendre ce qu'attendait la ville. Mais c'est surtout l'évolution. L'évolution, c'est que demain, notre partenaire État, qui ne regardait pas du tout ce dossier, puisqu'au début, je ne vous cache pas, pour faire peur à personne, nous l'avions intitulé l'Observatoire de la tranquillité publique. Bon, après, tout doucement, nous avons pu parler de big data. Bien sûr que demain, j'espère que... Alors, il y a l'open data, le ministère de l'Intérieur vraiment est très volontaire là-dessus. J'espère que nous aurons aussi des données de l'État, des données justice, des données de l'éducation nationale qui nous permettront d'être encore plus prédictifs et de mieux nous aider dans les décisions que nous prenons et de mieux organiser aussi toute la gestion de l'espace public qui, au vu des menaces qui sont les nôtres et qui malheureusement ne sont pas terminées, est un véritable enjeu. Maintenant, Alors, je peux préciser comment concrètement parfois ça se passe. Toutes ces données variées dont Caroline nous avait expliqué, que vous avez récoltées, que vous avez stockées, d'ailleurs, on va regarder par exemple dans les 6 derniers mois, on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une rue quand il y a eu par exemple un incident. Derrière, on regarde par rapport à une météo, on regarde par rapport à un événement sportif, on va regarder par rapport à énormément de facteurs. Et puis on va se dire, tiens, dans les 6 derniers mois, il y a plusieurs situations qui ont eu lieu et qui ont une caractéristique qui est commune, on va dire. Et donc on va se dire, à travers les algorithmes, on va se dire, tiens, par rapport à ces caractéristiques communes, qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un événement sportif ou un arrivée d'un bateau sur le port, ou alors parfois une météo, ou alors, je ne sais pas, un jour férié. Et tiens, là j'ai une alerte qui va me dire, attention, potentiellement je risque d'avoir un risque à tel endroit, cette journée-là. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, je peux prendre des actions par rapport à ce que j'ai pu déceler comme potentiel risque à venir. Donc ça peut être fait au niveau d'une ville. J'espère que c'était assez parlant comme exemple. Mais ça peut être fait dans le secteur privé. Il y a énormément d'implémentation du big data dans le secteur privé, où derrière, des entreprises vont essayer de développer des produits par rapport à ce qu'ils ont compris de ce qui était le besoin du marché et de comment il évoluait, ou par rapport à des événements. Philippe Duluc. Oui, pour alimenter la discussion, donner quelques exemples de l'application de l'intelligence artificielle pour faire du prédictif. Il y a déjà des choses qui fonctionnent. Par exemple, nous vendons des algorithmes de maintenance prédictive dans le domaine industriel. L'idée, c'est de prévoir un petit peu à l'avance à quel endroit ou à quel moment une pièce va tomber en panne et pourquoi elle va tomber en panne. Et ce qui permet donc de la remplacer avant. Et ça fonctionne. Ça fonctionne déjà dans l'industrie et on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour cela.
Un deuxième domaine qui fonctionne déjà également, c'est la cybersécurité. Hein, dans les systèmes, dans ce qu'on appelle les SOC, hein, les Security Operations Center, on applique des algorithmes effectivement de détection, d'anticipation, pour essayer de prévoir quel est le point de faiblesse d'un système d'information et à quel moment, en probabilité, c'est toujours de la probabilité, un hacker va rentrer la façon la plus probable. Ce qui permet donc tout de suite de renforcer préalablement, avant l'attaque, les endroits les plus fragiles. Donc il y a déjà des choses qui existent et on s'apprête effectivement à étudier l'application du prédictif et de l'anticipation pour des questions de sécurité publique. On a d'ailleurs des use cases dans notre programme H2020 hein, qui vont permettre de faire du prédictif, essayer de prévoir des situations qui risquent de dégénérer parce qu'on a des groupes violents ou des gens qui portent une batte de baseball. Est-ce qu'il va au sport? Est-ce qu'il va se battre, etc. On ne sait pas. Donc on y travaille. Mais le prédictif fonctionne. Il y a déjà des domaines dans lesquels ça fonctionne aujourd'hui en opérationnel. Caroline Posmentier, on va bientôt terminer cet atelier, mais il y a un récent passé où finalement le citoyen avait le sentiment que la question de la sécurité se réglait par le nombre de policiers municipaux. Et on voyait bien les annonces des politiques. On disait on va rajouter dans ce mandat municipal 50 policiers municipaux, avec le sentiment que peut-être ça améliorerait cette question et cet enjeu de sécurité. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans un monde beaucoup plus complexe et que cette dimension d'investissement, de technologie, de collaboration avec les industriels est un enjeu très important. Comment vous justement, alors c'est aussi l'objet d'une matinée comme ce matin, vous rendez lisible que finalement, voilà, les efforts qui sont faits par la métropole, par la municipalité, c'est justement tout ce travail d'innovation, cet apport d'industrie. Comment vous le rendez lisible auprès du citoyen ? Des choses qu'il ne voit pas, parce que on voit les policiers municipaux, on se rassure en voyant des voitures circuler autour du Vieux-Port, et puis il y a tout le reste qu'on a évoqué ce matin, toutes ces expérimentations qui finalement, on voit bien quand même aujourd'hui que c'est un tout, mais que cette part du big data va jouer un rôle croissant dans la sécurité de nos concitoyens. Bien, une politique globale de sécurité, c'est ce que nous avons exprimé depuis tout à l'heure. C'est effectivement cette alliance que nous voulons réussir entre à la fois la compétence humaine, puisqu'il n'a pas été simplement le fait d'augmentation des effectifs de la police municipale, ça a été une réorganisation, ça a été également par les recrutements, par concours. Nous avons aujourd'hui des policiers municipaux qui ont changé de culture, qui arrivent ou de la police nationale ou de la gendarmerie, qui veulent véritablement travailler avec une culture police, et ça pas simplement en tant qu'agents territoriaux lambda, donc il faut poursuivre ce développement. Nous restons, alors je n'ai pas pu malheureusement assister à la conférence de Laurent Alexandre, mais l'intelligence tout court, nous en avons besoin, l'intelligence humaine, nous avons besoin dans cette ville, puisque je ne me permettrai de parler que de Marseille, de cette cohésion, et cette cohésion, elle ne passe que par les relations humaines. Or, vous l'avez constaté, nous avons aujourd'hui fait le pari, et plus que ça, puisque nous avons commencé à œuvrer, à investir sur l'utilisation à la fois par les forces de l'ordre, policiers municipaux, mais également par nos concitoyens, d'une interaction numérisée et digne des nouvelles technologies que nous voulons porter à la main de tous nos concitoyens, puisque les applications citoyennes, les informations portées par le citoyen à l'encontre de sa police municipale sont encore en développement. Donc comment la rendre plus lisible ? Eh bien, je pense que c'est effectivement, et là c'est un appel à la fois aux industriels, mais également aux start-upers qui sont dans cette salle, c'est comment je rapproche toujours plus le citoyen de sa police municipale, comment je fais aujourd'hui du policier municipal le premier contact dans le quotidien du Marseillais pour l'orienter et pour l'accompagner. Mais tout ça ne se fera que dans le cadre d'une politique encore plus globale, avec un partenaire de l'État, avec une législation, je crois que j'ai peut-être été un petit peu
prudente, mais là je le suis moins en conclusion, avec une volonté et un courage du législateur. Nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas encore la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques numérologiques, que nos policiers municipaux, de façon très archaïque, n'ont pas accès à certains fichiers. Et ça, vous nous aidez, vous, monde des nouvelles technologies, vous nous aidez, nous, les élus, décideurs, confrontés à des échéances parfois douloureuses, vous nous aidez à faire bouger les lignes. Et je crois qu'encore une fois, 48 heures, des 2 jours comme nous venons de passer, enfin c'est pas fini, il y a encore la journée avec vous, Jean-Christophe, merci, parce que c'est encore une fois pour Marseille, pour sa métropole et pour cette région, important de permettre ces échanges pour rappeler que nous ne sommes qu'au début d'une belle révolution au service de nos concitoyens. Merci Caroline. On va demander en 1 minute à Philippe Duluc et à Eric Delfosse. C'est un territoire où on aime bien, en tous les cas, les preuves d'amour. Alors, j'ai envie de dire à Philippe Duluc, en 1 minute, aujourd'hui Marseille et sa métropole est pionnière. Comment vous pouvez contribuer à en faire une championne des enjeux de la tranquillité et de la sécurité ? C'est très simple, en 1 minute. C'est d'abord, vous avez compris à mes yeux l'importance de la coopération et de travailler ensemble. On est très très bien parti là-dessus avec la ville de Marseille, et tout ce que je peux espérer, c'est qu'on continue, qu'on gagne notre projet européen, et on a encore plein de choses à développer, les phases suivantes d'Auxilium et plein de nouveaux projets qui seront couronnés de succès à partir du moment où on sera ensemble. Voilà. Eric Delfosse, en 1 minute, des preuves d'amour. Eh ben, on est très fiers d'être associés à ce projet. Avec vous, je pense que M. Gaudin l'a dit, ensemble on est plus fort, je pense que c'est exactement le mot, et on continuera à associer toutes nos forces, nos talents et nos partenaires pour délivrer le meilleur service pour le bien des citoyens de la ville de Marseille. Merci à nos intervenants, merci à Caroline Posmentier.